Let's Prod, le podcast de la production musicale. Let's Prod, par DJ Network, l'école des DJ et du son. Bonjour à toutes et tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Let's Prod, le podcast de la production musicale. Je suis Benjamin, formateur pour DJ Network, l'école des DJ et du son. Au programme de cet épisode, les techniques de composition et d'arrangement musical. Pour échanger sur le sujet, nous accueillerons le DJ producteur Mathieu Cos. Mathieu Cos s'est fait connaître dans un premier temps en signant des morceaux sur le label Spinnin' Records. En 2017, son titre Big Jet Plane avec le DJ brésilien Alok connaît un succès important au Brésil, où il obtient la certification disque de diamant. Depuis, Mathieu Cos a sorti de nombreux morceaux dont Never Growing Up avec l'américain Aloe Blacc, et plus récemment Don't Leave Me Now en featuring avec un autre DJ producteur, Lost Frequencies. Nous parlerons de sa façon de produire, de ses techniques de composition et d'arrangement, mais aussi des instruments et synthétiseurs qu'il utilise régulièrement. Dans la deuxième partie de ce podcast, il sera question d'harmonie et de choix d'instruments. Nous essaierons de comprendre comment certains professionnels arrivent à se démarquer en termes d'arrangement et de composition. Enfin, nous vous dévoilerons quelques astuces de producteurs en évoquant notamment les techniques de layering, ainsi que l'utilisation d'effets particulièrement efficaces pour sculpter le son. Voilà pour le sommaire de cet épisode. Let's Prod, c'est parti. Let's Prod. Pour débuter cet épisode, nous accueillons le DJ producteur Mathieu Cos. Bonjour à toi, merci de nous accorder cet entretien. Pour commencer, j'aimerais savoir comment tu as démarré ta carrière de producteur et de DJ. C'est vraiment le métier de DJ qui m'a attiré au tout début et j'avais 13-14 ans et je suis tombé sur un contrôleur Hercule basique de chez Basic. Je suis tombé là-dessus, j'ai dit tiens je vais l'acheter, j'ai acheté ça, puis ça m'a pris, puis après j'ai commencé à acheter mes premières platines, puis après ça a évolué, je commençais à animer des mariages, des anniversaires et tout. Et puis à un moment j'ai rencontré deux amis qui étaient DJ aussi, des résidents de club sur Nancy là où j'habite. Et puis on s'est dit tiens pourquoi pas commencer la prod, on s'est lancé comme ça et bon eux ont arrêté et puis moi j'ai continué. C'est un peu comme ça que je suis arrivé dans ce métier, mais ça va faire 15 ans maintenant. Je rappelle que tu collabores avec des artistes internationaux comme Aloe Blacc. Comment y parviens-tu ? Quelle est ta démarche ? J'ai une équipe déjà, je le fais pas tout seul, j'ai une équipe qui m'entoure, j'ai un très bon manager, j'ai un très bon éditeur qui est Warner Music Chapel, qui fait partie de Spinnin' Records. Grâce à eux, quand je finis un titre, j'ai toujours des voix démo dessus. Du coup, on se dit quel chanteur on verrait bien dessus et puis on envoie et au petit bonheur la chance, il y en a qui nous répondent, les équipes nous répondent et nous disent OK. Pour le cas de Aloe Blacc, je suis ami avec Rudenko, le numéro 1 des DJ en Russie. Il avait fait à l'époque un titre avec Aloe aussi. Puis j'ai ce titre, j'ai Never Growing Up, pour moi c'est pour Aloe. Est-ce que tu peux me mettre en contact ? Et il m'a gentiment mis en contact via mail à Aloe Blacc. Il m'a répondu cash et il a dit qu'il adorait le titre et voilà, ça s'est fait comme ça, naturellement en fait. Tu possèdes donc un manager et un éditeur. Y a-t-il d'autres personnes qui participent à ta carrière ? Ouais, j'ai Chris qui est mon songwriter avec qui j'écris tous mes titres, mon manager qui va gérer tout le business, mon éditeur qui est là pour gérer ma direction artistique, même si je reste maître de ce que je veux faire. Et puis du coup Chris avec qui on travaille tous les jours avec lui il est dans son studio en Hollande et moi je suis dans mon studio à Nancy et il écrit tous les titres avec moi. Sur quel dos produis-tu et comment démarres-tu en général un morceau ? Alors moi je produis sur Ableton. Comment je commence mes morceaux ? J'utilise pas la même façon tout le temps en fait. Je suis tous les 3 mois normalement quand c'est une période normale. Je suis en studio n'importe où dans le monde. J'aime bien aller à Londres ou à Stockholm ou j'étais à Berlin en août dernier et je m'enferme pendant une semaine en studio. Tous les jours, j'ai des songwriters différents qui viennent dans le studio et on part de zéro en fait, on part du scratch. Moi, j'adore écrire des titres sans rien en fait. On démarre de rien, on démarre d'une scène blanche ensemble, on est dans le canapé, on prend un café ensemble, on discute avec les différents songwriters qui sont autour de moi, on part d'une idée, d'un moment. Sur le moment-là, aujourd'hui, je sais pas, il fait beau, on se dit tiens, il y a quelque chose à faire. Une fois, j'ai fait un titre qui s'appelle Karaoke King, d'ailleurs, je suis en train de finir en ce moment. C'était à Stockholm et le mec, il est arrivé en retard et il nous dit les gars, il m'est arrivé une soirée de fou hier. Je suis parti en soirée avec des potes, je me suis retrouvé dans un karaoké complètement bourré et j'ai fini chez une fille, je sais pas ce qui m'est arrivé et voilà, je dis tiens, c'est énorme. L'idée, elle est énorme, l'histoire, elle est folle. On va écrire un titre là-dessus. Et on est parti sur cette idée, on a composé tout autour de ça, ça a fait un super titre. Crées-tu toi-même toutes les harmonies et les mélodies avec des synthés ou t'inspires-tu de boucles ou de samples ? Au début, quand j'ai commencé à produire, j'utilisais des samples parce que je n'avais aucune notion de musique. Et puis au fur et à mesure des années, je me suis instruit, j'ai commencé à développer tout ça et aujourd'hui, non, tout est composé. Où trouves-tu les samples que tu utilises, notamment pour les drums ? Ça fait un peu plus de 15 ans que je fais de la musique maintenant, donc je me suis constitué une belle banque de samples.
J'ai toujours été amoureux des banques de samples Vengeance. Donc ça a toujours été et ça restera toujours. J'ai eu un abonnement Splice pendant 3 ou 4 ans là, mais je l'ai arrêté parce que au final, je trouvais que c'était ridicule. J'étais toujours en train de télécharger des nouveaux samples et des nouveaux samples et des nouveaux samples. Sauf que j'ai déjà des grosses banques et je me suis fait une grosse banque de données depuis des années que je me suis dit mais en fait arrête de télécharger des nouveaux samples et utilise ce que t'as. Et donc du coup je me force à utiliser ce que j'ai. J'aime beaucoup le pack de les Cashmere bien sûr parce que bon c'est un must-have. Les samples de Oliver aussi qui sont super. Après, j'utilise aussi Addictive Drums qui est super aussi pour tout ce qui est sample de percus et genre une vraie batterie qui joue quoi. Et puis voilà. Quels sont les plugins d'instruments que tu utilises régulièrement ? Instru, ça va être essentiellement Addictive Key, j'aime beaucoup pour les pianos, Serum, Contact. Puis après, j'adore les synthés analogiques, donc je suis en train de me constituer un petit panel. Là, j'ai le Poly-D, qui est la version refaite de Behringer du Minimoog. J'ai un Juno et un Jupiter de chez Roland. Et puis j'ai un Odyssey aussi, un Harp. Après, voilà. Sinon, c'est beaucoup Serum pour les basses. J'aime beaucoup Contact parce que j'aime bien utiliser sur Contact les pianos qui sont très beaux. Après, il y a toujours Silent, les classiques que j'utilise de temps en temps. J'aime bien explorer. Je me suis acheté l'année dernière la suite Native Instruments, donc du coup, j'explore un peu de temps en temps. Le Massive X, c'est super bien pour tout ce qui est nappe, ambiance, etc. J'adore utiliser ça pour faire des soundscapes. Après, voilà, le M1 de Korg pour quand je fais des remixes un peu UK, pour avoir ce truc des années 90. À quel point le traitement sonore est-il important pour toi ? Utilises-tu de nombreux effets pour sculpter le son ou es-tu adepte de la technique du less is more ? Alors c'est un peu des deux. Moi, de toute façon, le traitement, ça a toujours été un truc qui me bottait. Moi, j'aime bien ce côté un peu nerd, d'aller titiller, d'aller triturer un peu dans tous les sens et d'aller comprendre un peu ce qu'on fait. Je vais être un peu dans les deux sens. J'en mets pas beaucoup, mais j'essaye de sélectionner de base. Mais en même temps, il y a des fois, il y a des sons qui sont dégueulasses et qui, si on les triture et qu'on va appliquer une distorsion, un RC20 dessus ou n'importe quoi, on va pouvoir s'amuser et en faire quelque chose complètement différent. Ça fait partie de la créativité, mais voilà, c'est un peu comme ça que ça se déroule. Quels sont les plugins d'effets que tu affectionnes particulièrement en ce moment ? Alors, ceux que j'utilise le plus, en ce moment, j'aime beaucoup utiliser le Avalon Vacuum Tube de 737. C'est un compresseur, mais c'est un compresseur à la base analogique. Donc moi, je l'ai en plugin analogique, je l'ai en plugin UAD. Le Pultec EQP1A, j'aime beaucoup sur les voix aussi, mais j'utilise aussi sur tout ce qui est lead pour aller faire briller un peu dans les DK. La Lexicon 480L, la Reverb que j'adore. Le BX Subsant que j'utilise énormément sur toutes mes basses. BX Refinement aussi que j'adore sur les leads vocaux quand ça manque un peu de bas. Puis c'est la 2A chez Waves aussi que j'utilise beaucoup. C'est la guitare. Voilà. Puis beaucoup de plugins Ableton aussi. J'aime bien utiliser les plugins natifs Ableton aussi. Utilises-tu souvent la technique du layering sur tes instruments ? Ouais, carrément. Je suis toujours procédé comme ça en fait. Pour faire plus gros, essayer d'en mettre plus. Alors maintenant, je le fais un tout petit peu moins. J'essaye de contrôler le nombre de pistes que j'ai par projet. Parce que j'ai tendance à avoir beaucoup de pistes. Mais ouais, ça a toujours été présent. Travailles-tu avec des plugins sur ta piste master pendant la production ? Ouais, j'ai toujours un limiteur. Le premier limiteur que j'ai téléchargé à l'époque quand j'ai commencé la prod, c'était le Oxford Limiter. Et j'ai toujours ça sur le master. Alors bon, il y en a qui vont me dire que c'est pas forcément bien, d'autres qui disent que c'est bien, mais je finis toujours le mix de mes titres. De toute façon, je le finis toujours sans rien. Donc je l'enlève. Ça pose pas forcément de problème. Mais après, moi, je suis habitué comme ça, donc je pense que c'est une question d'habitude aussi. Réalises-tu le mixage en même temps que la production ou dans une étape séparée ? Je fais les deux en même temps, ouais. Je fais les deux en même temps et je fais un gros final mix. Alors, faut savoir que sur 99% de mes titres, quand je les exporte, je fais du stems, je les exporte et c'est pas moi qui les mixe. Aujourd'hui, c'est Robert Kutzbard, qui est mon ingé son mixeur, celui qui mixe tous mes titres. Je cherche une qualité. En fait, pour moi, chacun son métier. Moi, je suis producteur, je suis pas ingénieur. Pour avoir une certaine qualité et pour être sûr que ça ait ce que je veux et que ça sonne comme je le souhaite, c'est indispensable de travailler avec des gens dont c'est leur métier et dont c'est leur savoir-faire. Et Robert est spécialisé là-dedans. Il s'occupe de faire que du mix et c'est lui qui vient me finir tout ça. Bon là, par exemple, je viens de finir un remix qui va sortir bientôt. Là, par contre, c'est moi qui m'occupe du mix et du master et dans ce cas-là, je procède de la même manière que comme je le fais pour Robert, c'est que je fais du stem mixing, donc je fais du groupe, hein, je n'exporte pas piste par piste parce que sinon on n'en finit plus. Et puis, je me fais une section mix et après je me fais une session mastering. Utilises-tu des traitements dynamiques multibandes ou des équaliseurs dynamiques ? J'utilise beaucoup l'Otiti, on va dire. Je vais en mettre sur mes pistes groupes. L'Otiti, c'est un preset de base de Ableton. Je mets celui-ci essentiellement sur les guitares,
et parfois sur les groupes de guitare et parfois sur des groupes de lead. Et j'en mets très peu, genre 10%, 10-15%, j'en mets très peu. Sinon, après, j'aime bien utiliser les écus dynamiques de FabFilter, le Q3. Ça va vraiment être pour du détail à la fin, quoi. Enfin, c'est quand j'ai une fréquence qui me dérange. Sinon, j'utilise très peu d'écus dynamiques. Peut-être que je le fais différemment, mais non, je l'utilise très peu. Pour terminer, aurais-tu une astuce top secrète à dévoiler à nos auditeurs passionnés de production ? Moi, ce que j'aime bien faire et que j'ai trouvé il y a quelques années, il permettait d'avoir quelque chose qui sonne super cool, c'est sur les hi-hats et les claps. J'adore mettre, alors sur ceux qui utilisent Ableton, c'est le vocodeur. Avec le vocodeur, en fait, on peut utiliser la fonction noise du vocodeur. J'aime bien en mettre un tout petit peu sur le groupe des claps et des hi-hats. Ça vient donner un petit côté noisy, en fait, sur les hi-hats et les claps, et j'aime beaucoup ça. On peut le faire aussi en utilisant un expander avec la technique du sample, où on vient faire un sidechain inversé avec un expander et un sample de noise, et on peut avoir le même résultat. Mais ouais, j'aime bien faire ça. Je trouve que c'est cool et ça donne un bon petit côté. Merci à Mathieu Cos pour ces réponses qui, nous l'espérons, vous aideront à développer vos techniques de composition et d'arrangement. On enchaîne avec notre deuxième sujet consacré à l'harmonie et au choix des instruments. Let's Prod. La plupart des morceaux de musique à succès emploient des progressions harmoniques assez simples. En général, il s'agit d'une série de 4 accords parfaits. Pour rappel, un accord parfait est constitué d'une note fondamentale, d'une tierce et d'une quinte. Il s'agit de la première note de la gamme employée, la troisième et la cinquième. L'accord de C majeur est constitué par exemple des notes C, E et G. Pour obtenir une progression harmonique cohérente, il est important de choisir une tonalité dès le début de la composition. Cette tonalité, par exemple D majeur, va déterminer une suite de notes spécifiques appelées gammes. Vous pourrez alors utiliser les notes de la gamme et les assembler pour créer la suite d'accords de votre morceau. Une fois créé, vous pourrez aussi utiliser les notes de la tonalité pour créer les mélodies et lignes de basse. Dans la plupart des titres actuels, les producteurs commencent par créer les accords et mélodies avant d'ajouter les parties rythmiques. C'est notamment le cas dans la musique urbaine et la pop. Il est également possible de mélanger des accords parfaits et complexes en utilisant par exemple les accords septièmes. Ces derniers vont enrichir considérablement l'harmonie et apporter un aspect moderne à la production. Le choix des morceaux qui vont jouer les accords, mélodies et basses sont bien sûr déterminants dans le rendu final du morceau. Plutôt que d'utiliser des equalizers pour faire en sorte que les instruments cohabitent au mieux, il est souvent plus facile de choisir précisément les intervalles et notes qui seront utilisés. Par exemple, si vous associez un son de piano à celui d'un pluck, nous vous conseillerons de travailler sur 2 octaves différentes afin que les 2 sons ne rentrent pas en conflit fréquentiel. De la même façon, si vous utilisez un kick et une basse, essayez de faire en sorte que la fréquence principale du kick ne joue pas en même temps qu'une note de basse. Pas de panique cependant si malgré tous vos effets, quelques notes se superposent. Il existe des techniques pour résoudre les conflits kick-bass comme par exemple la sidechain compression, mais si vous pouvez éviter des traitements complexes, c'est tout de même mieux. Au moment de choisir vos instruments, interrogez-vous réellement sur la qualité de ces derniers. Trop souvent, les producteurs amateurs ne passent pas assez de temps à sélectionner les meilleurs sons de synthétiseurs ou d'instruments acoustiques. C'est pourtant bien ce choix qui déterminera en grande partie la qualité finale du morceau. De la même façon, nous vous conseillons de privilégier les instruments qui ne nécessitent pas beaucoup de traitement. Pour cela, passez donc du temps à trouver les meilleurs presets de synthétiseurs, les instruments VST les plus professionnels, et vous obtiendrez les meilleurs résultats sans avoir par la suite à perdre du temps pour améliorer la qualité ou le potentiel des sons choisis. Et si vous enregistrez une source externe comme une voix ou une guitare, soyez très vigilant sur la qualité de la prise de son, au choix du micro et évidemment à l'acoustique de la pièce. Enfin, évitez d'utiliser trop de pistes dans vos morceaux. Ce n'est pas la quantité mais la qualité de chacune d'elles qui fera la différence. La plupart des hits actuels sont constitués d'un très faible nombre de pistes, même si les pistes de voix peuvent parfois être multipliées afin d'enrichir l'harmonie et la stéréo. Pour aller plus loin sur le sujet, sachez que DJ Network propose une formation complète, composition, arrangement et remix, qui vous permettra d'approfondir vos compétences en la matière, notamment sur le choix des sons ainsi que la création d'accords et mélodies. N'hésitez pas à vous rapprocher de notre organisme de formation pour en savoir plus. Pour terminer cet épisode, évoquons quelques techniques de layering et d'utilisation des effets. Let's Prod. Le layering est une technique très utilisée depuis une quinzaine d'années. Elle consiste à superposer plusieurs instruments utilisant une harmonie similaire pour augmenter la sensation de puissance sonore. Il peut s'agir de layering d'accords, de mélodies ou même d'instruments rythmiques. Soyons clairs, aujourd'hui, le layering est moins présent qu'avant. En effet,
on privilégie désormais plutôt le minimalisme. En revanche, si vous comptez l'utiliser, il est important de bien travailler chaque couche sonore. Inutile donc de copier-coller le même clip MIDI sur 4 sons différents. L'idée est plutôt que chaque son soit complémentaire. Vous pouvez par exemple créer un layering de cordes en choisissant 3 types d'instruments différents, violon, alto et violoncelle. Chacun de ces instruments jouera sur une octave spécifique, permettant ainsi de mieux les différencier et obtenir un ensemble homogène. Ce principe est déjà utilisé depuis fort longtemps dans la musique classique et les orchestres symphoniques. Si vous souhaitez réaliser un layering d'accords sur des octaves similaires, évitez d'utiliser le même type d'instrument. Vous pouvez par exemple choisir une couche avec un instrument synthétique et une autre avec un instrument acoustique. Vous éviterez ainsi plus facilement certains conflits fréquentiels. Du côté des effets, il peut s'avérer utile d'équaliser certaines couches du layer. Dans le cas d'un layering de basse, il sera par exemple indispensable d'équaliser en phase linéaire afin d'éviter les annulations de fréquences dans les subs. Un plugin comme le FabFilter Pro Q3 est idéal pour ça. Pour diminuer le nombre de couches sonores mais conserver une sensation de puissance, vous pouvez utiliser la saturation et des plugins comme Sausage Fattener de Dada Life ou Saturn 2 de FabFilter. La saturation remplace d'ailleurs de plus en plus le layering dans les productions actuelles. Pour obtenir un résultat professionnel et moderne, vous utiliserez le layering uniquement si nécessaire et seulement sur certains groupes d'instruments. Vous pourrez vous passer de layering sur les drums tant les échantillons sonores actuels sont efficaces. Dans tous les cas, on ne répétera jamais assez de bien choisir votre matériel sonore, que ce soit des samples ou des presets d'instruments VST. Vous trouverez certainement votre bonheur sur des plateformes comme Splice ou encore Loopcloud. Cet épisode touche à sa fin. Pensez à laisser tout de suite un maximum d'étoiles pour nous encourager à continuer. Et à très vite pour un nouveau numéro de Let's Prod. Let's Prod. Le podcast de la production musicale. Let's Prod. Par DJ Network, l'école des DJ et du son.